Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo pour vous faire un petit récapitulatif sur le cours, sur les espaces de faible densité à vocation agricole. Donc nous avions terminé ensemble en classe habiter un espace de faible densité à grande contrainte et donc on avait commencé celui sur les vocations agricoles, donc les espaces qui sont faiblement peuplés, donc avec peu de gens, mais qui ont une vocation agricole. Donc on avait noté, je vous remets rapidement l'introduction, les espaces de faible densité, on a vu où ils se trouvaient, on avait mis une carte ensemble en classe. Ils sont principalement dans les montagnes, les déserts chauds, les déserts froids aussi, les grandes forêts amazoniennes par exemple. Mais elles ne sont pas toutes vides d'activité. C'est ce qu'on avait commencé à dire ensemble. Parce qu'on a des espaces qui ont quand même une activité très importante, l'agriculture, qui sont dynamiques, et ce, malgré une très faible densité de population. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a un espace faiblement peuplé qu'il ne s'y passe pas grand-chose. Donc, on avait commencé avec les grandes plaines, donc je ne vous remets pas les documents, vous avez les documents, normalement vous les avez, et surtout vous les avez enregistrés, je vous les ai envoyés sur Pronote. Donc, les grandes plaines, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on avait trouvé sur les grandes plaines ? On avait pu noter que ce sont des espaces de faible densité à vocation agricole, ce sont principalement des grandes plaines céréalières, et surtout ce sont des espaces bien intégrés. Intégrés à quoi? Intégrés à la mondialisation, aux grandes villes. On avait vu que tous ces espaces étaient très bien reliés par des routes pour les grandes villes, les aéroports, les ports, etc. Donc on a vraiment des espaces qui sont certes peu peuplés, mais elles sont intégrées, et surtout elles sont mises en valeur et connectées à d'autres, d'accord? On est connecté à la ville, par exemple, et donc à l'urbain. On avait aussi pu noter que la faible densité allait de pair. Ça voulait dire quoi? Je rappelle, ça voulait dire que c'était pratique, d'accord? Le fait d'avoir une faible densité, c'était plus pratique pour avoir de grands champs et pour être productif. C'est l'agriculture productiviste, rappelez-vous. Il serait très compliqué d'avoir un immense champ dans une grande ville, d'accord? On ne peut pas, il n'y a pas de place, il y a trop de monde. Donc, très pratique, ça va de pair, donc cette faible densité, avec une agriculture importante, productiviste. Nous avions fait aussi le schéma sur habiter les grandes plaines. Comment on habite, on l'avait vu. C'est vivre dans un espace agricole, pratiquer des activités liées à l'agriculture, les foires agricoles, souvenez-vous de la course de tracteurs, se déplacer, déplacements qui sont assez longs, et c'est vivre ensemble dans un espace de faible densité, donc c'est se retrouver pour les loisirs, la fête, le concours agricole, etc. Donc on avait notre schéma de fait sur habiter les grandes plaines aujourd'hui. Ensuite, on s'est tourné vers un autre espace. On a quitté les grandes plaines, qui est un espace, on a dit, de faible densité, mais qui est néanmoins une campagne agricole intégrée. Et on va se questionner sur l'intégration d'un autre espace. Et cette fois, on est allé à Madagascar. Habiter un espace agricole faiblement peuplé à Madagascar. Vous aviez un petit travail à faire là-dessus. Donc, on a été regarder les documents. Pareil, je ne vous les montre pas. Vous les avez, donc on avance. Et on avait fait notre petite correction sur Madagascar. Donc vivre à Madagascar, c'est vivre dans un espace agricole qui est faiblement peuplé. On y pratique une agriculture vivrière. L'agriculture vivrière, souvenez-vous, c'est le contraire, d'accord, de l'agriculture productiviste. L'agriculture productiviste, c'est produire. On veut produire et on veut faire de l'argent en vendant nos produits. L'agriculture vivrière, c'est une agriculture pour se nourrir soi ou nourrir sa famille et éventuellement vendre un petit peu s'il reste des récoltes. Donc, en cultivant des maïs, des légumes ou comme Émile, par exemple, on avait l'exemple d'Émile, en élevant quelques animaux. Donc on a plusieurs types d'agriculture sur un même espace pour nourrir sa famille. On avait vu aussi que, bien sûr, Madagascar et notamment le sud de Madagascar était un espace principalement aride, sec, peu de pluie, ce qui rendait les cultures parfois difficiles, raison aussi pour laquelle on a un espace faiblement peuplé. Ensuite, on avait pu noter, vous l'aviez vu et je vous avais envoyé la correction, que c'est un espace où l'activité est tournée vers l'agriculture dite traditionnelle. C'est le deuxième nom qu'on donne à l'agriculture vivrière. On a une agriculture traditionnelle. Lorsque les récoltes sont bonnes, que la famille a assez à manger, on peut aller vendre sa petite production sur des marchés. En revanche, si la récolte une année est mauvaise, on ne peut pas en vendre et c'est vraiment uniquement pour se nourrir. Donc c'est vraiment le but de l'agriculture vivrière. Sauf que, je vous l'ai mis, on a vu cette histoire, cette désertification des plaines, c'est-à-dire que les plaines se transforment progressivement
en désert, pardon, ce qui oblige tous les habitants à aller travailler plus au nord. Donc les habitants quittent leur agriculture traditionnelle pour aller travailler dans les villes parce que l'agriculture ici ne leur suffit plus. Enfin, pour le déplacement, c'est encore différent qu'avec les grandes plaines, puisque les habitants ici ont peu de moyens. On n'a pas de tracteur, on n'a pas forcément de voiture. Voilà, les moyens de transport sont très limités. Parce que c'est un espace aride, en plus il y a peu de routes. On utilise quelques animaux pour transporter des marchandises et sinon on se déplace à pied. Comme les routes sont peu nombreuses et surtout pas goudronnées, on n'a pas des belles routes comme chez nous, tout ça rend les déplacements extrêmement difficiles. Donc en fait on a des espaces de faible densité où en plus les habitants se déplacent assez peu ou alors à proximité de leur village pour les marchés. Et enfin, on avait vu, vivre avec les autres dans un espace de faible densité, ça signifie s'entraider, vivre en famille, habiter dans une communauté traditionnelle et soudée. Ça, c'est vous qui me l'aviez dit. On vit dans des huttes, dans un petit hameau, des hameaux qui sont assez éloignés les uns des autres, donc on vit avec ses proches, avec sa famille. On a généralement des grandes familles, mais c'est quand même une petite communauté qui se fait en famille. Toutes les activités se font en famille. Donc, différence avec les grandes plaines, là je vous avais donné le tableau à remplir pour faire un petit peu toutes ces différences-là. Bon d'un côté, on a une agriculture déjà qui est destinée à la vente, donc on n'a pas du tout les mêmes objectifs selon ces deux espaces. Dans les grandes plaines, le but c'est vendre, exporter sa production, alors qu'à Madagascar, le but c'est de se nourrir. Ensuite, on n'a pas les mêmes déplacements, bien sûr. Certes, quand on habite dans les grandes plaines, la ville est un peu loin, mais il y a des routes, on a des moyens de transport, donc c'est un peu pénible, c'est un peu long. À Madagascar, on a peu de routes, peu de déplacements, donc on ne se déplace pas. Enfin, autre différence, on ne vit pas des mêmes façons non plus. Dans les grandes plaines, on vit en famille, certes, forcément, le père, la mère, peu importe, on vit en famille, mais des petites familles assez réduites. Alors qu'à Madagascar, on a des communautés qui sont bien plus grandes, une famille au complet. On peut imaginer qu'on a plus de gens sur un même espace pour s'entraider, pour cultiver ensemble et vivre vraiment dans une communauté. Donc voilà pour les différences. On a bien deux espaces de faible densité à vocation agricole. Les deux ont pour vocation l'agriculture, mais on voit bien qu'on a des grandes inégalités entre un pays développé avec une campagne intégrée et un espace dans un pays qui est moins avancé, d'accord, qui est plus en difficulté, comme le sud de Madagascar. On était passé à... Et ça, c'est moi qui vous l'ai envoyé, on n'a pas pu le faire en cours, donc on a fait une mise en perspective. C'est-à-dire qu'on a quitté nos études de cas, on a laissé les grandes plaines, on a laissé Madagascar, et on est allé regarder les espaces à vocation agricole dans le monde entier. Pour cela, deux cartes. Première carte. Une carte un petit peu difficile, il y a plein de choses, mais ce qui est intéressant avec cette carte, c'est qu'on a les densités de population qui apparaissent, donc un point représente 1 million d'habitants. Donc on voit à peu près, et on voit assez bien même, où est-ce qu'il y a beaucoup d'habitants. Si vous regardez l'Asie, par exemple, avec Delhi, Bangkok, Tokyo, Séoul, tous les pays, en Chine aussi, Shanghai par exemple, on voit bien qu'il y a tellement de points, donc il y a tellement de millions d'habitants, qu'on voit même plus la couleur qu'il y a en dessous. Au contraire, si on regarde par exemple Madagascar, le sud de Madagascar, il y a un point. Si on regarde les grandes plaines, c'est moins peuplé aussi qu'à New York, où à New York on a plein de points, alors que dans les grandes plaines, il n'y a que quelques points. Donc on voit bien les espaces qui sont très faiblement peuplés, on voit aussi les principales métropoles. Et enfin, on a nos deux types d'agriculture qui apparaissent. D'abord une agriculture pour vendre, donc la culture mécanisée, c'est avec les machines, très productives et très bien reliées aux grandes villes. Et un élevage commercial destiné à la vente à l'étranger. Donc vous avez deux types de culture. Pour l'agriculture productiviste, vous avez en fait l'agriculture des céréales, la culture de tous les céréales, de toutes les plantes, et vous avez l'élevage, et ça c'est pour les animaux. Enfin, une agriculture pour se nourrir, cette fois c'est l'agriculture vivrière, et vous avez plusieurs déclinaisons de cette agriculture vivrière. L'agriculture vivrière à faible rendement, alors le rendement, c'est ce que donne, ce que vous récoltez. Si vous avez un jardin, vous allez avoir des rendements qui sont plus ou moins importants. Donc agriculture vivrière à faible rendement, si on regarde par exemple en Afrique, c'est le cas. Si vous regardez dans les pays d'Asie, vous avez une agriculture vivrière à fort rendement. Ici, on va pratiquer la riziculture, c'est là qu'on fait le riz. Vous avez l'élevage nomade dans le Sahara, et ça doit vous rappeler des souvenirs sur les espaces faiblement peuplés, avec notamment l'étude de cas sur le Sahara. On a un élevage nomade.
Et enfin, vous avez bien sûr des endroits où il y a peu ou pas d'agriculture, et on sait pourquoi. Désert chaud, désert froid, trop haute montagne, etc. etc. La deuxième carte qui m'intéressait vous montre la même chose, simplement elle est différente, puisqu'elle découpe encore un peu plus. L'agriculture commerciale, elle est découpée en trois. Les cultures mécanisées, avec de très hauts rendements, on retrouve ce mot de rendement. L'élevage extensif, ça veut dire qu'on produit énormément. On a un élevage très important. Vraiment, le but de cette agriculture, c'est produire des bêtes. Alors, soit pour la viande, soit pour le lait, mais à très fort rendement. On produit énormément. Les cultures tropicales aussi, parce que c'est des agricultures commerciales. Les cultures tropicales, c'est par exemple, je sais pas moi, les bananes, l'ananas, tous les fruits un petit peu exotiques qu'on envoie dans les autres pays, et ça, c'est une agriculture commerciale, parce qu'on en vend énormément. Vous avez ensuite l'agriculture vivrière destinée à la consommation locale, donc l'agriculture à faible rendement toujours, à fort rendement avec la riziculture, la chasse, la cueillette, donc ça, c'est d'autres façons de dire exactement ce qu'on a dit auparavant. Vous avez les espaces qui sont faiblement mis en valeur, donc ceux où il y a presque rien, les déserts qui apparaissent, les déserts froids, et les principaux fronts pionniers. Je ne rentre pas là-dedans, front pionnier c'est compliqué, d'accord? Je pourrais vous l'expliquer quand on se reverra. Donc voilà le cours, et c'est là que je voulais surtout vous expliquer. Donc on a découpé, il y a deux parties, d'abord dans les campagnes peu peuplées des pays riches. Donc ce qu'il faut retenir, dans les pays riches, les agriculteurs développent une agriculture productiviste. Ça, c'est la première idée. Ces productions sont destinées à la vente. On a de grandes exploitations, des techniques qui sont modernes, qui offrent beaucoup de rendement, comme c'est le cas dans les grandes plaines. Souvenez-vous, dans les grandes plaines, on prévoit les cultures et on est extrêmement bien relié, par exemple, avec Internet, grâce à des logiciels extrêmement performants. Ces espaces peuvent être isolés, ça c'est possible, mais on a quand même des moyens de transport qui donnent accès aux villes, aux services, aux loisirs, d'accord? Et les nouvelles technologies, les voilà, permettent d'être reliés au monde. Enfin, on a les campagnes peu peuplées, des pays, ceux-là, moins avancés. Alors attention, rappelez-vous, on ne dit pas pays moins développés, ça n'existe pas, on parle de pays moins avancés. Donc, ici, là c'est pour nourrir la famille, il n'est pas question de vendre ou d'exporter dans d'autres pays. Les agriculteurs pratiquent une agriculture vivrière dans de petites exploitations. C'est le cas à Madagascar. Le travail est essentiellement manuel, donc on n'a pas de machine, on n'a pas une agriculture mécanisée, et les rendements sont faibles, on a peu de rendement. Certains de ces espaces pratiquent une agriculture commerciale, c'est ce que je vous avais dit, culture du coton en Côte d'Ivoire par exemple. Donc en Afrique, on peut par exemple produire du coton, ça se fait à la main. C'est aussi une agriculture peu mécanisée, mais on peut la vendre. Donc vous voyez, tout n'est pas tout rose ou tout noir, on a bien sûr quelques exceptions. Dans ces espaces-là, comment on habite ces espaces, c'est quand même la question de notre cours, la vie s'organise autour des villages. On a des formes d'entraide qui sont extrêmement nombreuses pour répondre au manque de services. La mauvaise qualité des transports renforce l'isolement, et là, on se retrouve à Madagascar. Et enfin, on peut même aller plus loin, quand les conditions de vie sont trop difficiles, parce qu'elles le sont, certains agriculteurs décident de quitter la campagne, et c'est ce qu'on appelle l'exode rural. Je vous ai mis la définition juste après. Et voilà notre schéma de conclusion. Pour terminer notre cours, on retrouve nos 4 pôles sur l'habiter, se loger, résider, pratiquer des activités, se déplacer et vivre avec les autres. Et on a donc plusieurs choses dans les mêmes pôles en fait. Donc dans se loger, on peut se loger de différentes façons, selon si l'on vit dans une campagne bien intégrée ou dans une campagne à vocation agricole, mais avec une agriculture vivrière. On n'habite pas de la même façon. Pareil pour pratiquer des activités, se déplacer et vivre avec les autres. Voilà pour ce cours que nous avons donc terminé, et je vous enverrai, vous avez l'exercice à faire, et je vous enverrai surtout un nouveau chapitre prochainement. Et maintenant que j'ai découvert la magie de YouTube, je pourrai vous expliquer tout ça pas à pas. Bon courage!